mais ça a une utilité dans une approche orientée objectif. Vous allez le voir dans le sens où, parce que telle personne manifeste de manière forte tel mécanisme énéagramme, comme je l'ai eu déjà dit, pour moi, il y a un mécanisme majoritaire, mais on peut aussi avoir d'autres mécanismes qui se manifestent en fonction des circonstances, de ce pourquoi la personne vient vous voir, etc. Comme je crois que je l'avais déjà dit hier, cette dame qui faisait très fortement du 5, et puis on en était à la 3e ou 4e séance, et puis j'avais déployé toute une stratégie de travail sur son 5. Ce jour-là, elle vient me voir, et la veille, sa fille était partie faire ses études, et ce jour-là, on a fait une séance, là, il y avait urgence. Je peux vous garantir que j'ai travaillé comme si j'avais en face de moi quelqu'un qui faisait du 2, hein, pas du 5. Donc, je vous invite avec l'énéagramme à travailler en flux. Et non pas en choses fixées et qui ne bougent pas. À l'intérieur d'une séance, tout ça est vivant, est mobile. Mais bon, face à chacun des mécanismes donc, que va manifester la personne, quand on interviewe, et donc il y a tout un travail qui a été fait depuis des années là-dessus, quand on interviewe des personnes que leur demande de raconter un petit peu leurs histoires d'enfance, ces choses-là, on trouve, alors chaque histoire est différente, mais on trouve des dénominateurs communs quand même, on trouve des scénarios types qui vont correspondre à une grande majorité des cas. On ne peut pas non plus dire ce que je ne dis pas, c'est-à-dire que forcément, voilà, cette personne fait du 4, donc il s'est passé ça dans son enfance, ne faisons pas des raccourcis. Mais on a quand même ces scénarios classiques, très majoritaires, qui sont explicatifs de ce qui a engendré la chose. Et ça va être intéressant pour nous, pas forcément pour la beauté analytique de la chose, mais parce que ça peut nous donner des clés en termes d'intervention sur des axes de réponse qu'on pourrait avoir qui sont des cul-de-sac. On peut faire ça, mais ce n'est pas là qu'est le problème. Ou d'autres axes de réponse qui vont émerger. Quel est le vrai travail à faire avec cette personne-là? Alors, par rapport à ça, j'ai décidé de vous présenter ces histoires en les articulant sur un autre outil, qui est un outil qui peut être très complémentaire et très intéressant, qui est l'outil des blessures, au sens des 5 blessures que nous propose Louise Bourbeau. Il y a pour moi un lien très fort entre ces histoires d'enfance et les fixations énéagrammes et ces blessures. Et c'est-à-dire c'est une correspondance qui marche à tous les coups. Alors ces blessures, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple, je vais commencer par la blessure d'abandon. Ça veut dire qu'une personne à un moment donné qui va vivre un événement de vie un petit peu difficile, dans son vécu intérieur, à ce moment-là, à tous les coups en gagne, elle va se sentir abandonnée. Parce que ça va réappuyer, ça va réactiver cette blessure-là qui est fondamentale chez elle. Alors, blessure donc d'abandon. Quelque part, je vais y associer une notion que j'ai appelée la notion de sevrage précoce. Le sevrage précoce, c'est pas forcément on a enlevé le sein de la mère trop tôt, ça peut être un sevrage émotionnel, ça peut être... C'est cette idée, à un moment donné dans l'histoire de vie de ces enfants-là, c'est comme si j'étais avec une corne d'abondance, c'est-à-dire j'ai tout ce que je peux vouloir en termes d'amour, en termes... Et tout d'un coup, du jour au lendemain, sans préavis, le rideau de fer tombe. Ah! D'un coup. Et là, vous allez pouvoir avoir deux réponses qui vont être amenées à cet événement, en fonction de la préférence de fonctionnement de l'enfant. Vous avez une première réponse qui va être une réponse qui part de la tête. Qu'est-ce qu'ils font? Pas ou quoi? Et oh, ouvrez! Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Bon, tant pis. Hein. Bon, vous savez que j'en trouve une autre corde d'abondance. Je pars à la recherche d'un objet transitionnel, d'un doudou, qui va remplacer. Et je trouve un doudou, et je le goûte. Pas tout à fait le même goût, mais c'est pas tout à fait ça. Ah, ça, ça a l'air mieux, tiens. Hop. Ah non, c'est pas. Et hop, et hop, et hop. Et je fabrique quoi? Je fabrique du 7. La personne qui fait du 7
passe sa vie à aller d'objet transitionnel à objet transitionnel, à la recherche inconsciemment d'une chose, c'est ce paradis perdu. Avant le sevrage précoce. Précoce étant une notion subjective. Précoce pour lui ou elle. C'était trop tôt. Donc, vous voyez bien le rapport entre ceci et cette quête permanente. Et donc, vous allez travailler avec la personne qui fait du 7. Si vous voulez faire un travail de fond avec la personne qui fait du 7, vous pouvez essayer tout un tas d'idées, d'approches. Mais au final, quand on sait ça, on se rend compte que la seule vraie question à aborder avec quelqu'un qui fait du 7, pour avoir un travail en profondeur, c'est de faire le deuil du paradis perdu, qui n'a jamais été fait. Donc on a un travail de deuil de ce paradis perdu à faire, une acceptation du fait que c'est perdu. C'est pas la peine de continuer à le chercher ailleurs. Il n'est plus là, on passe à autre chose. Si vous êtes dans cet axe thérapeutique-là, vous allez faire quelque chose en profondeur. Si vous êtes dans d'autres pistes, vous avez en plus le risque de la personne qui fait du 7 qui va vous promener un petit peu. Hein. Là, il faut dès que vous ne les cadrez pas en thérapie, ils vous amènent, la séance est très agréable. Hop, 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 et surtout ils vont éloigner de là où il risque de se passer quelque chose. 7 en accompagnement, vous passez votre temps, et hop, je le ramène, oh tiens, oh, il est parti par là, je le ramène. Faites ça pendant toute la séance, jusqu'à ce que... en particulier, cette personne qui fait du 7 va passer beaucoup de temps, surtout si vous êtes dans un accompagnement thérapeutique et si vous commencez à approcher de la zone rouge, à faire des dénis. Des dénis donc, quelque part dans votre posture de thérapeute vis-à-vis de quelqu'un qui fait du 7, soyez confrontant vis-à-vis de ça. Quoi. J'étais là en face de ces dénis. Non, là, ça ne marche pas avec moi. Si vous voulez travailler avec moi, là, ça va pas être possible. Je ne rentrerai pas dans le jeu qui consiste à rentrer dans un nuage de fumée et puis on n'en parle plus. Et là, du coup, s'ils sont là, c'est pour avancer aussi en même temps. Bon, ok, donc, on va y aller. Donc, vous voyez toute cette problématique de deuil du paradis perdu, et deuil du paradis perdu, c'est de la souffrance, c'est pas agréable. Il y a la difficulté du coup pour cette là, mais c'est là que le vrai travail va se faire. Donc, dynamique de blessure d'abandon. L'autre réaction possible, ce ne serait pas une réaction qui serait là, ce serait une réaction qui partirait de là, qui partirait du cœur. Le rideau tombe, et là, ça ne dit pas, mais ils vont pas bien ou quoi? Non, là ça dit, pourquoi est-ce qu'ils ont baissé le rideau? Alors, c'était ouvert et d'un coup, comme ça. Ah, peut-être ils se sont rendus compte qu'en fait je ne le méritais pas. Peut-être qu'ils se sont rendus compte qu'en fait ils s'étaient trompés en m'en donnant. Et puis que là, en fait, c'est juste normal maintenant. Et du coup, vous fabriquez le fait que je suis défectueux, qu'il y a quelque chose qui manque à l'intérieur de moi, vous fabriquez du 4. Vous aurez intérêt à faire tout un travail en accompagnement avec le 4, qui va consister à leur faire prendre conscience que cet amour qui est recherché chez les autres, au final, ne pourra jamais être trouvé qu'à l'intérieur d'eux-mêmes. En lien avec ça. Ça vous donne après tout un tas d'axes stratégiques d'intervention pour arriver à amener ça. Quelque part, la question qui va être posée, voilà, et l'axe de progression, il va être autour de ça. Faut que tu t'aimes, c'est ça? Oui. S'aimer, trouver l'amour, mais pas aller le chercher à l'extérieur. Là où il va toujours manquer. C'est la dynamique du manque, la dynamique du 4, c'est la dynamique du manque. Le 4, c'est ces personnes qui... Avec le 4, avec le 7, on est sur un deuil du paradis perdu. Avec le 4, on est sur un travail sur l'estime de soi, sur l'amour de soi. C'est pas extérieur, c'est intérieur. Donc, abandon, je dirais ces deux profils-là répondent pile poil à cette blessure-là. C'est très étonnant comme on arrive à générer des scénarios pour
auto-justifier les croyances qui vont avec. La deuxième blessure, elle est liée, pour moi, à la question de la trahison. La blessure de trahison. Et dans la blessure de trahison, j'ose faire le rapprochement avec le problème au père. Le problème au père. Alors là, le père qui n'assure pas. Et il y a différentes façons de ne pas assurer. La première façon de ne pas assurer pour le père, c'est ce père dont l'enfant voudrait prendre le père comme modèle, comme exemple, quelque part. Et ce père qui va être critique avec son enfant, un petit peu humiliant. Finalement, ça va jamais ce que tu fais. Et en même temps, pas vraiment donner l'exemple de ce qui serait bien. À un moment donné, pour s'en sortir, l'enfant va introjecter le père. C'est-à-dire de dire, ben ouais, j'ai un père qui n'est pas à la hauteur, ben je vais me passer de lui, je vais faire le père moi-même. Et vous fabriquez Dieu. Je vais devenir mon propre parent normatif. Et je fabrique Dieu. Le deuxième trahison, c'est le 6. Sauf que c'est pas la même façon dont ça arrive. Donc trahison, c'est 1 et 6, effectivement. Donc vous avez parce que le père, d'un certain point de vue, il n'est pas à hauteur, il n'est pas conforme à un certain nombre de... Et puis surtout, il balance des critiques, il est humiliant vis-à-vis de son enfant. C'est un vécu subjectif. On va tout de suite dédramatiser les parents qui sont dans la salle. Vous pouvez très bien... Exemple, voilà, moi c'est l'exemple que je cite, c'est que vous prenez ce petit enfant qui est à l'école maternelle, et puis vous allez chercher en voiture, et puis il y a des travaux, et puis du coup vous êtes bloqué 3 minutes, vous arrivez 3 minutes en retard. Et votre petit enfant, il est dans cette salle, tous les autres sont partis, il se retrouve tout seul sur sa chaise, pendant 3 minutes. Il se passe plein de choses pour lui. C'est la même luminosité, toutes les conditions sont les mêmes, sauf que d'un enfant à l'autre, il y en a qui vont se sentir abandonnés, d'autres qui vont se sentir trahis, d'autres qui vont se sentir... C'est subjectif à l'enfant. On n'a rien à voir avec ce que le parent, il arrive à la même heure avec la même voiture. Donc, quelque part, quand on dit le père, il n'était pas... C'est un vécu subjectif. Il faut aussi le dramatiser. Ben oui. Bon, après, il y a peut-être aussi des éléments qui, objectivement, vont dans le sens d'eux. Merci. Mais ne condamnons pas le parent à tout prix, quoi. La trahison, Non, la mère, c'est après. la trahison, c'est propre au père. Eh oui. Quelque part, on attend un soutien. Quelque part, on attend un soutien, et là où on attend un soutien, il n'y est pas. Et le soutien, c'est du père. C'est le genre de soutien qu'on attend de la figure paternelle. Donc, face à une personne qui fait du 1, donc qui est dans ce perfectionniste, hein, qui est le bon professeur, là, qui est en accompagnement thérapeutique avec vous, quelle est la stratégie thérapeutique? Vous aurez intérêt, vous, à ne pas rentrer dans le jeu de miroir qui consiste à essayer d'être le plus parfait possible avec lui. Donc, ne faites pas exprès, mais quand vous faites des erreurs, vous les faites, vous les assumez complètement et vous montrez que ce n'est pas un problème. Vous donnez comme ça la permission à l'autre de faire aussi des erreurs et que ce soit acceptable. Mais le piège, parce que inconsciemment, ce qui vous demande, ce qui vous challenge, en face de vous, c'est d'être parfait. Et si vous rentrez dans ce jeu-là, vous ne l'aidez pas. Renforcer le schéma. La meilleure façon de l'aider, ça va être, au contraire, d'être tel que vous êtes, des fois d'être pas complètement, et puis de dire, ouais, je m'en rends compte, et ça ne m'empêche pas de dormir. Ça va dans tous ces états. Ben oui, mais ça va lui faire du bien. D'accord. Parce que ça va lui donner des permissions. C'est mon thérapeute, c'est quelqu'un qu'on place peut-être un peu sur un piédestal, qui est compétent, tout ce qu'on veut. Bon, après, il y a toutes les questions que je ne pourrais pas dans cette conférence, de transfert, de contre-transfert qui sont associées à ça, mais je le passe
Donc quelque part, j'en fais une figure un petit peu à modéliser. Et il me montre à voir que il n'est pas parfait, que ça ne pose pas de problème. Ça me donne une autorisation peut-être de dire que si je m'autorise à ne pas être parfait, peut-être que ça ne posera pas de problème finalement. Sinon, vous êtes dans la surenchère de perfection et vous verrouillez le schéma dans des espaces où vous finissez par plus être vous-même et vous finissez par rentrer dans le scénario de votre client. Et là, vous êtes plus efficace. Parce que là, le gros risque avec le 1, c'est qu'il vous pousse, il vous réclame la perfection. Achetez pas ça. Vous ne l'aiderez pas. Donc le premier schéma, voilà, c'est ce père un peu. L'autre schéma de. C'est des choses intéressantes. L'autre schéma de paire qui va générer pas du 1, qui va générer du 6. En général, ça se passe, vous savez, chez le petit enfant, au début, il a une phase qui est une phase fusionnelle, fusion avec la mère. Et puis, symbiose. Il va arriver un moment où il va falloir, pour l'enfant, se détacher de la mère. Et à ce moment-là, la figure du père, quel que soit les systèmes familiaux, son sexe, la figure du père, okay, va avoir un rôle particulier, qui est un rôle de protection de l'enfant vis-à-vis de la mère, qui à ce moment-là, par l'enfant, est vécue comme dévoratrice. Lui, il met une limite. Il pose un espace rassurant pour cet enfant qui a besoin à ce moment-là d'être rassuré, parce que sinon, la mère est omniprésente, ça devient dévorant. Et là, le père, il n'est pas au rendez-vous. Résultat, l'enfant fabrique une vision du monde qui est un monde dangereux. Un monde où personne ne va me protéger. Où je ne peux pas compter sur les figures d'autorité. Parce que quand on a besoin d'elles, elles ne sont pas là. Et là s'explique la grosse ambivalence du 6. La personne qui fait beaucoup de 6, c'est une personne qui, dans ses comportements, est dans une obéissance à l'autorité, et qui, à l'intérieur, est dans une défiance terrible de l'autorité. Je te suis, tu es l'autorité, mais je ne te fais pas confiance. C'est ça qui est vécu par les 6. Et l'origine, elle est là, au moment de cette rupture de phase fusionnelle. Comment arrêter ce schéma? Il faut les ramener à l'objectivité. À un moment donné, le 6 c'est la machine à projeter. Et face à toute cette collection de projections que le 6 vous envoie, vous êtes le garant d'une certaine objectivité des choses. Et là, non, mais objectivement, là, ce que vous êtes en train de me raconter, ça se base sur quoi? Ramener à l'objectivité. C'est un des gros travaux qu'il va toujours falloir faire avec le 6, les sortir des projections, les ramener à l'objectivité des choses. Les futurs parents, les 6, qui ont cette tendance à couver les enfants, à vouloir les préserver de tout. Ou à pas en vouloir s'ils trouvent que le monde est trop dangereux. À trouver que le monde est dangereux et à projeter leur vision du monde à leurs enfants qui, à tue-tête, ils disent n'aie pas peur, ne t'inquiète pas. C'est qui s'inquiète, c'est qui a peur, quoi. Il n'y a pas de danger. Tu risques rien. Je suis là. C'est très, très révélateur, hein, tout ça. Donc on a ces deux profils qui sont plus sur des dynamiques de trahison, et pour lesquelles la trahison c'est quelque chose de grave. C'est grave pour tout le monde, la trahison. Si vous trahissez quelqu'un qui fait, entre guillemets, subjectif, mais qui se sent trahi, quelqu'un qui fait du 1, du 6, là c'est là que vous aurez l'effet maximum en termes d'impact. La troisième blessure, moi, que j'associe au manque de reconnaissance du fait que là, il y a un être. Cet enfant, on ne le considère pas dans sa dimension d'être. Et ne le considérant pas dans sa dimension d'être, on crée une blessure d'humiliation. Tu n'es qu'un objet, finalement. Tu n'as pas droit à ta dimension d'être. Va générer donc un certain nombre de mécanismes. La première façon de ne pas voir l'enfant dans les dimensions d'être,
c'est de se dire que finalement, cet utilitaire, il peut nous servir à quelque chose, et de rentrer dans la surexploitation de l'enfant, parce qu'on est dans un milieu familial, de toute façon, il y a tout un tas de raisons qui font que ben, si l'enfant il peut aider aux tâches ménagères, à ceci, à cela, c'est pas plus mal. Et l'enfant, du coup, va rentrer dans la fausse croyance que l'amour, ça s'achète à coup de travail, à coup de service que je rends aux autres. Et je fabrique deux. Dans un schéma comme ça, dans un contexte familial un peu comme ça, l'enfant va vite créer une croyance. Bon, moi, il me faut de l'amour, comme tout le monde, et pour avoir de l'amour, il faut que je l'achète en rendant de service, en faisant plaisir. Si je fais plaisir, j'aurai peut-être ma petite dose, elle n'aura pas assez, mais j'en aurai un petit peu, quoi. Je vais m'occuper de mes frères et sœurs qui sont plus jeunes, je vais... Hein, ça peut prendre plein de formes, ce schéma-là. Mais jusqu'à après, chez l'enfant, par exemple, si j'ai une petite fille, arriver à en penser que, du coup, peut-être, je ferai une meilleure épouse pour papa que maman. Hein, ça peut aller dans des choses comme ça qui sont loin d'être des cas marginaux, qui vont encore amplifier le phénomène. Donc, quelque part, ces enfants, ils n'ont pas été assez, entre guillemets, ils n'ont pas été assez, encore une fois, c'est subjectif, ils ne se sont pas sentis assez coucounés, hein, portés comme ça, mis dans une chaleur émotionnelle. C'est pour ça qu'après, derrière, du coup, peut-être qu'ils essayent de compenser, eux. Donc, votre environnement d'intervention thérapeutique, il va falloir qu'il soit maternant. Mais en même temps, maternant, mais en fixant des frontières claires. C'est délicat. Maternant, mais sans être étouffant. Parce que sinon, il va y avoir un effet miroir. Ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Pourquoi j'ai besoin de rien? Le 2, j'ai besoin de rien. Pourquoi j'ai besoin de rien? Parce que j'ai la croyance que de toute façon, personne ne va me l'apporter. Donc j'ai fait une croix dessus, et donc c'est mieux de penser que j'ai besoin de rien, de faire comme si, mais en fait j'ai besoin. Ils ont besoin d'être rematernés. La deuxième forme, finalement, qui est humiliante aussi, c'est ce milieu familial, souvent où il y a des choses à racheter, et où celui-là, alors c'est pas forcément l'aîné, mais il y a une corrélation forte avec l'aîné, celui-là, il va racheter la famille, il va porter le drapeau plus loin, il va faire des choses pour nous. Donc on ne le considère pas dans sa dimension d'être unique à part entière qui a sa vie, mais en tant qu'objet de notre revanche sociale, ou objet de... voilà, choses comme ça. Et du coup, on va le valoriser pour tout ce qu'il fait, et jamais pour ce qu'il est. Et il va finir par croire que, en fait, finalement, je suis ce que je fais, et je vais devenir, et je vais faire du 3. Tout simplement. C'est logique. Hein. Alors, par rapport à ça, l'enjeu dans un environnement thérapeutique avec quelqu'un qui fait du 3, c'est d'arriver à rentrer dans un espace où on arrête de jouer des pièces de théâtre, où on arrive à aller dans l'authenticité. Donc quelque part, la personne qui fait fortement du 3 va essayer de vous donner le personnage qui va bien par rapport à l'accompagnement que vous êtes en train de faire pour gagner finalement. Et vous, comme vous êtes pro, vous le voyez, et vous le dénoncez. Ils ne vont pas aimer. Du coup, hop, ils vont chercher un autre personnage. Mais celui-là, dénoncer aussi. À un moment donné, moi, ce que je fais des fois, c'est... J'ai Jean qui... Bon, en plein milieu de séance, comme ça, alors que vous lui laissez croire qu'il est en train de vous promener. Dites-moi, Jean, quand est-ce que vous allez arrêter de jouer à Jean, et quand est-ce que vous allez être Jean? Je sais pas. Des fois, c'est intéressant. J'ai eu des résultats très intéressants avec ce genre de tac d'intervention au moment où on ne l'attend pas. Ça crée une confusion en plus.
Vous pouvez même rentrer avec le diplôme à ce moment-là. Et puis le 3 qui va venir vous voir en accompagnement, il va avoir à cœur de vous dire toutes les choses qu'il a réussi dans la semaine. Oui, et pas, en attendant que vous le disiez. Et là, effectivement, c'est peut-être cruel, mais stratégiquement, vous regardez et vous le faites comprendre que vous en avez rien à faire, et que franchement, même à la limite, vous trouvez ça nul, mais que vous l'aimez quand même. Ah non, franchement, là, ce que tu as fait, c'est franchement, je trouve ça nul, mais je t'apprécie. Qu'est-ce qu'il me dit? Oui, non, parce que ce que tu as fait, c'est nul, mais je t'apprécie. Qu'est-ce qu'il me dit? Mais en envoyant, alors pas sous cette forme-là, mais des messages comme ça, vous finissez par créer un contre-pouvoir quelque part à ce système de croyance-là, qui est je suis ce que je fais, donc si je fais mal, je suis mal. Non, je t'aime pas pour ce que tu fais, franchement, même à la limite, je désapprouve. Mais je t'aime. C'est révolutionnaire. En fait, il y a tout un travail de reconnexion avec sa valeur d'être. Exactement. L'enjeu, il est là. Donc sur la zone de blessure qu'on appelle l'humiliation, il y a le 2 et le 3. Comme c'est une zone d'humiliation, toute l'importance du regard de l'autre et de l'image dans cette zone 2-3. Autre catégorie, tout ce manque ressenti d'affection du milieu. En général, c'est plutôt là où on est du côté de la mère. Qui fait que finalement, l'enfant se sent pas à sa place, quoi, se sent un peu de trop. Alors ça peut être une famille nombreuse, mais finalement, encore un de plus. Ça peut être une famille où la mère est dépressive, et donc si moi, en tant qu'enfant, j'ai des besoins, ça fait que l'enfant sait encore plus, donc j'ai pas droit de trop, vous voyez. Ça peut être différentes formes. Et selon les formes, ça va donner différentes choses. Alors si vous êtes dans la forme, à la limite, une mère un petit peu dépressive, mère envahissante, ne laisse pas d'espace, vous avez l'enfant qui va se renfermer dans une coquille, qui va fabriquer du sexe. Avec quelle blessure? Mère dépressive. Et là, on est sur la blessure de rejet. Ah, mais ça, non. Là, on est sur des blessures de rejet. Donc, ça va fabriquer du sein. Si on est dans un milieu où il y a beaucoup de monde à s'occuper, tout ça, finalement, on n'a pas de temps pour toi, finalement, tu es en trop, c'est rejet. Et finalement, l'enfant, il va trouver, pour finalement avoir un petit peu d'amour, il fabrique la croyance que pour en avoir un petit peu, il faut que je me fasse le plus petit possible. On va fabriquer du neuf. Oui. Alors qui sont deux dynamiques qui donnent des points de confusion. D'ailleurs, quand on fait du typage énéagramme, des fois on confond le 9 et le 2. Ils partagent le rejet. Le 9, le 5. Donc le 5 il s'est renfermé face à un milieu intrusif, face à un milieu où finalement on ne lui donnait pas une place, face à toutes ces choses-là. Dans un accompagnement, vous aurez intérêt à créer, quelle que soit vos stratégies pour le faire, un espace à l'intérieur duquel on va pouvoir exprimer ses émotions en sécurité. Exprimer ses émotions n'est pas un danger, n'est pas dangereux. Le 5, il va falloir le reconnecter à son émotionnel. S'il a fait une coupure, une isolation de son émotionnel, c'est dissocier, il va falloir le réassocier. Et le réassocier, c'est créer un espace à l'intérieur duquel on peut poser les émotions et je ne vais pas prendre un mauvais coup si je le fais. Donc créer ce climat sécuritaire autour de l'expression des émotions, peut-être en donnant l'exemple. Apparemment, quand on compile des cas cliniques, quelqu'un qui est très fortement marqué par le 5, du côté de maman, toujours quelque chose qui se joue. Quant à celui qui fait du 9, montrez à votre client 9 que vous vous intéressez à ce qu'il est au fond de lui, que
qui sorte un petit peu de son terrier, parce que c'est ça qui vous intéresse. Il faut le tirer, le faire sortir de l'oubli de soi. Et peut-être il y a une chose à lui faire comprendre au neuf. La personne qui fait du neuf est persuadée, croyance, qu'elle est un modèle d'amour dans ses attitudes. Que c'est une façon de donner de l'amour à tout le monde. Hein, d'être voilà, médiateur, conciliant, pas faire de vagues, tout, d'être facile à vivre avec tout le monde. C'est une façon de donner plein d'amour. Et là, vous pourriez leur dire que peut-être pour vous, pour que vous partagiez ce concept que je vais vous proposer, l'amour, en tout cas pour moi, l'amour c'est un don de soi. Et le neuf, il est dans l'oubli de soi. Il n'est pas là. Donc, c'est pas de l'amour. Parce qu'il ne donne rien. L'amour, c'est se donner. Si on s'oublie, on ne donne rien. On croit que c'est de l'amour, mais ça n'est pas. L'amour, c'est se donner, avec aussi ses défauts, avec aussi ses aspérités, avec se donner. Le neuf, il a confondu ça avec l'oubli de soi. Quand vous leur expliquez ça avec les mots qui vont bien en fonction du système, ça fait des tilts, hein, dans la tête de la personne. Ça fait des tilts. Hein. On a un enfant. On a un enfant qui vient nous voir, c'est notre enfant. Après, avec un enfant, il faut trouver les mots d'enfant. Ouais. En fonction de l'âge. Quelque part, vous, en tant que thérapeute dans les séances, vous vous intéressez à ce que la personne est. Et vous avez un point de vigilance particulier avec le neuf, c'est de ne pas tomber dans le piège de créer une relation de dépendance. Parce qu'avec le neuf, ils vont chercher à créer une relation de dépendance. Et là, quand vous êtes embarqué avec une belle relation de dépendance, vous ne pouvez plus partir en vacances. Parce que la semaine prochaine, on n'aura pas notre séance parce que je pars en vacances. Mais comment je vais faire? Il reste des appartements libres à côté. Donc si vous voulez avoir une vie privée des vacances, ne créez pas de dépendance avec vos clients, c'est terrible. Donc voilà, là on n'est plus sur ceux qui se sentent rejetés. C'est vrai que quelqu'un qui fait du 5 ou du 9, et puis il se passe... imaginez quelqu'un qui fait du 5 ou du 9, et puis il y a une fête entre potes, et on oublie de l'inviter. Ce qui est vécu intérieurement, c'est on me rejette. Autre chose, c'est ça qui fait mal, c'est on me rejette. C'est pas on m'a oublié, avec le cas, où finalement il a pu faire des arbitrages, toute autre chose rationnelle, non. C'est vécu là, on me rejette. C'est des clés intéressantes aussi, par rapport au cas par cas, aux situations à connaître. Par rapport aux 4, justement, tout à l'heure, 4 et 9, là-dedans, le rejet. L'abandon dans le 4. C'est l'abandon dans le 4 et le rejet. La différence entre le rejet et l'abandon, c'est que dans un abandon, vous savez, c'est les vacances, et puis le chien, là, vous l'avez laissé au bord de la mer. Ça, c'est un abandon. Le rejet, c'est que le chien, vous l'avez mis dans une poubelle. Il y a de l'humiliation en plus. C'est pas l'humiliation, c'est du rejet. C'est beau. Recul. C'est pire. C'est pas pire, c'est différent. Est-ce que c'est pire? C'est autre chose. Dans le rejet, c'est je te vomis, quoi, c'est beau. Là, j'exagère, vraiment, mais vous sentez. Dans l'abandon, c'est on ne veut plus de toi. Mais peut-être que quelqu'un d'autre voudra de moi. Mais pas avant, il va falloir que je trouve. Dans le rejet, c'est pas on ne veut plus de toi parce que bon, on veut partir en vacances et qu'un chien, ça nous embête pour partir en vacances. On part même pas en vacances, quoi. C'est la vie de tous les jours. On te met au recyclage, là. Parce que c'est subtilement la différence, c'est pas la même blessure. Ça génère pas la même chose derrière. Et la dernière blessure qu'on cite dans les 5 blessures, c'est la blessure d'injustice. C'est ceux pour qui très tôt
ils ont été dans un environnement où ils ont vu devant eux le monde comme une jungle où il faut survivre et c'est pas juste. Et la justice n'a rien à voir là-dedans, c'est juste qu'il va falloir être plus fort pour y arriver. C'est 8. Le 8 est empreint d'une blessure d'injustice. Le 8, très jeune, dans les histoires de vie, a été dans un environnement où très jeune, très tôt, il a fallu prendre en rêne les rênes du truc. Vous pouvez avoir le scénario de cet enfant où très jeune, le père est mort, il est devenu le père à la maison. Ou alors il était dans un environnement où voilà, il fallait... vous voyez, et du coup il s'est construit autour de ça. Donc cette blessure d'injustice qui est là très forte, qui est liée à une histoire d'enfance dans laquelle c'était pas tout rose hein, en général. Hein. Ils sont victimes très tôt d'une vérité très dure. Peut-être le père absent pour le coup aussi. Hein. Les oblige très tôt. Alors face à un 8 en accompagnement, vous allez être face à un système de défense avec les tourelles, les champs de mine devant, et tout cela, on s'attend. Hein. Donc il va falloir confronter ça dans le calme. Éventuellement, des fois, il va faire de l'intimidation en se mettant en colère. Vous savez que ça fait partie du système de défense, ne vous démontez pas. Il va y avoir du déni aussi. Beaucoup de déni chez lui. Là, vous ne pardonnez pas. Le déni, je l'ai vu. Ah, je l'ai vu. Ah, oui, mais je l'ai vu. Non, ça ne marche pas. Tu peux toujours essayer de m'intimider. Non. Donc là, il y a toute une dynamique autour de ça. Et il va se passer un moment, si tout va bien, où sur certains champs, si la thérapie progresse, le 8 va baisser sa garde. À ce moment-là, soyez protecteur. Parce qu'à ce moment-là, il n'est pas à l'aise de baisser sa garde. Il a toujours compté que sur lui-même pour le protéger. Au moment où il baisse la garde, faites-lui comprendre qu'il ne risque rien parce que c'est vous qui prenez la responsabilité qu'il ne se passe rien. C'est vous qui êtes protecteur à ce moment-là. Ne le loupez pas à ce moment-là. Si vous le loupez, la garde ne va pas être blessée très longtemps parce que là il y a des courants d'air, il fait froid. Hein. Hop, bon, voilà un petit peu comment, à travers les constats cliniques des grandes familles de scénarios, juste un peu évoqués, bien sûr. Sur chaque scénario, on peut passer 1 ou 2 heures et aller un peu plus dans le détail. On va essayer de faire un survol, une surface des choses. Du coup, ça peut nous donner des clés pour comprendre ce qui se passe et comprendre ce qui est intéressant à faire ou à ne pas faire. Et surtout, après, dans la relation particulière qu'on va avoir avec la personne, quel genre de climat est-ce qu'on peut créer, quel genre d'attitude on peut créer. Donc c'était ça que je voulais vous partager, vous donner quelques clés, et vous montrer aussi comme quand on tire sur la ficelle, l'énagramme, dans cette dimension, dans d'autres, je vais choisir d'autres sujets. C'est vraiment un très bel outil complémentaire à vos pratiques. Voilà.